Vous allez retrouver par Skype le docteur Majid Sihassin, médecin, chroniqueur, militant associatif engagé. On verra qu'il n'a pas toujours sa langue dans sa poche ou sa plume dans sa poche. Et il se définit lui-même d'ailleurs sur sa page Twitter comme agitateur. Alors, merci docteur Sihassin en tout cas de nous donner un peu de votre temps, sachant que ces jours-ci, plus particulièrement, je pense que les journées sont longues. Les journées sont longues, oui, effectivement, mais c'est assez entraînant puisque de toute façon, il y a cette volonté commune qui agite les équipes soignantes de faire ce qu'elles savent faire au mieux dans cette période cruciale. Hommage aux professionnels de santé. Première reconnaissance, on parle d'une prime aux soignants. Pour vous, ça vient mieux vaut tard que jamais. C'est un peu tard. C'est une goutte d'eau dans l'océan. Vous en pensez quoi, docteur Sihassin ? Moi, je pense que la tutelle ne pouvait pas faire autrement de marquer d'une manière numéraire sa reconnaissance pour le travail fait par l'ensemble des gens qui exercent dans les structures de soins. Néanmoins, il ne faut pas que ça serve d'écran de fumée. Le problème est bien plus profond. Il y a une question d'attractivité des carrières hospitalières qui est liée en partie à la rémunération qui est parfois indigente pour certains corps de métier et qui en tout cas n'est plus concurrentielle avec le privé et le libéral. Ce qui fait qu'un certain nombre de talents médicaux fuient l'hôpital ou n'envisagent pas d'y rester et qu'on a des tensions sur de nombreux métiers où les rémunérations sont très très faibles. Il faut savoir que l'aide-soignante est rémunérée pour un travail difficile, pénible et très important, 1 200 € par mois. Donc là, le différentiel avec quelqu'un qui travaille et quelqu'un qui ne travaille pas est vraiment très faible. Et la passion et la vocation, des fois, ne suffit pas. Justement, sur le problème de rémunération fait que souvent l'hôpital a des difficultés à recruter et fait régulièrement appel à des médecins étrangers. Vous avez signé une pétition pour la reconnaissance des médecins étrangers sur le front de l'épidémie. Vous pensez obtenir quelque chose ? Écoutez, cette pétition qui a été faite à l'instigation du professeur Benyamina vient entretenir, si j'ose dire, un combat qui est mené depuis longtemps pour la reconnaissance d'un statut égal et pour les praticiens à diplôme hors Union européenne, qui sont sur le front aujourd'hui dans le cadre de la crise du coronavirus, mais pas seulement, qui sont le front depuis de nombreuses années dans le système hospitalier. Il faut quand même bien entendre qu'une partie des établissements du système français ne pourraient pas vivre sans la contribution de ces praticiens qui peuvent représenter dans certains endroits 30% des personnels. Le système de santé, aujourd'hui même en ambulatoire, fonctionne grâce à des praticiens qui ont un diplôme initial venu de l'étranger. À peu près un quart des nouvelles inscriptions au Conseil de l'Ordre sont le fait de praticiens qui viennent d'ailleurs. Alors, en plus, on pourrait dire qu'effectivement, c'est un serpent de mer, parce que vous étiez déjà porteur de ce dossier il y a une dizaine d'années, peut-être un peu plus, pour cette reconnaissance des médecins étrangers. Qu'est-ce que vous demandez précisément aujourd'hui par rapport à ces médecins qui n'ont pas la reconnaissance, ni le titre, ni la rémunération ? Les revendications sont très simples. Tout d'abord, à travail égal, salaire égal. 1. 2. Il faut rapidement mettre en place par une voie législative un processus d'intégration raisonnable, sans barrière, pour que ces praticiens puissent joindre le lot commun et être inscrits au Conseil de l'Ordre national des médecins comme tous leurs autres confrères et puissent mener une carrière tout à fait normale et postuler sur les postes de praticiens hospitaliers qui sont la seule vraie carrière plus ou moins attractive à l'hôpital. Que dit la loi aujourd'hui par rapport aux médecins à diplôme étranger ? Parce que, je veux dire, il y a médecins étrangers et médecins étrangers. Tous ne sont pas logés à la même enseigne. Alors, il y a ceux qui ont satisfait des épreuves de vérification de connaissances et qui sont dans un statut d'attente avant leur intégration, qui font leur parcours pour faire valider leur inscription à l'ordre. Et puis, il y a ceux qui se trouvent, pourtant, bien que travaillant, à l'écart de toute forme de processus d'intégration, soit parce qu'ils ont épuisé leur droit de passage au concours, soit parce que il est assez compliqué, par le biais du concours, d'obtenir une possibilité de s'inscrire à l'ordre, puisque le nombre de places par définition d'un concours est très restreint. Oui, et c'est vrai que pendant longtemps, on a vu énormément de médecins d'origine maghrébine exercer dans les hôpitaux français depuis une décennie à peu près. Depuis bientôt 3 décennies. 3 décennies. Les choses sont beaucoup plus importantes. Il y a eu un grand pic d'arrivée au moment des années 90 avec les années noires en Algérie.
qui ne s'est jamais tari, hein, de fait, avec des gens qui viennent d'un peu partout, notamment du Maghreb, du Moyen-Orient. Il y a beaucoup de Syriens qui sont rentrés dans le système. Et il y a aussi un peu de praticiens qui viennent de l'Afrique subsaharienne, mais qui sont pour l'instant moins nombreux. On a des praticiens qui viennent de la communauté européenne et qui, pour eux, il n'y a pas de problème, puisque le principe de mobilité des diplômes font qu'ils peuvent exercer. Quelle est la réponse des autorités du gouvernement, du ministère de la tutelle? Pour l'instant, j'ai plutôt les premières choses qu'on a vues fleurir à la suite de cette pétition, c'est plutôt des propositions qu'on pourrait taxer d'humiliantes, d'offensantes, de rabaissantes, puisqu'on propose pour les praticiens qui ne sont pas encore en exercice des possibilités d'exercer des positions d'accueil, de tri de documents ou de soutien, ce qui est quand même ça n'a rien à voir avec le médical. Tout à fait, tout à fait. C'est assez décevant, pour ne pas employer un mot plus agressif, d'autant qu'il est bien connu que les bras manquent et que s'il y a des compétences, il faudrait les utiliser. D'autres pays européens ou d'autres pays dans le monde ont beaucoup moins de scrupules. La problématique de la pénurie de praticiens de santé est une problématique mondiale. Tous les pays ont recours à de la main-d'œuvre paramédicale ou médicale étrangère, puisqu'il y a partout des besoins. Chacun s'organise selon sa manière. En France, on s'organise traditionnellement sur une manière assez hypocrite, où on utilise les gens sans vouloir tout à fait les reconnaître, sans vouloir affirmer clairement et franchement qu'on a besoin d'eux, où on prend des gens qu'on fait rentrer d'une manière pas très claire, on laisse s'accumuler des gens dans un statut précaire, pénible et injuste. Et puis à un moment, quand la marmite va exploser parce que la pression à l'intérieur de celle-ci est trop grande, eh ben, on pond une loi de régularisation et puis on dit à partir de ce moment, c'est fini, on n'intègre plus personne. Et puis finalement, comme il y a toujours des besoins, il y a toujours des entrants. Et le cycle recommence, c'est un cycle malthusien qui dure depuis 25 ans. Et on pourrait vous reprocher de profiter un petit peu de la situation d'épidémie et de besoins importants en professionnels de santé pour essayer de faire passer comme ça une loi de régularisation des médecins d'origine étrangère. Non, non, ça c'est bien faux, puisque la problématique, elle est déjà très aiguë depuis plusieurs mois, puisque les procédures précédentes et les dérogations précédentes se sont éteintes et que rien n'est sorti jusqu'à présent, et que le ministère de la Santé est très embarrassé avec cette question, parce qu'il devrait se débarrasser de praticiens dont il a besoin, chose qu'il ne peut pas faire. C'est dû au fait de l'extinction des dérogations qui permettaient aux hôpitaux publics de recruter ces praticiens, alors qu'elles en ont un cruel besoin, et qu'ils l'ont fait quand même, puisque nécessité à force de loi. Ils ont donc recruté des praticiens en dépit de la loi, et c'est constitué de nouveau, si vous me passez l'expression, un stock de praticiens qui sont dans une situation entre guillemets illégale, le ministère de la Santé est bien embêté, bien embarrassé, parce qu'en théorie, il devrait se séparer de ces praticiens dont il a tant besoin, chose qu'il ne peut pas faire. Et j'ai envie de faire un parallèle avec le catalyseur qu'a servi la crise du Covid-19 pour révéler encore un peu plus que ce qu'on savait déjà, à savoir qu'il y avait un défaut de financement des hôpitaux publics. Eh bien, la crise du Covid-19 montre encore, en plus, que le non-traitement de la problématique des praticiens à diplôme hors Union européenne, aujourd'hui, se révèle comme un nouveau trou dans la politique de santé française. Ouais. On disait que de cette épidémie, il faudra tirer le leçon et appliquer pour que les choses ne soient plus jamais pareilles, encore plus dans le milieu hospitalier, c'est clair. Tout à fait, tout à fait. Il faut reconnaître le travail des gens, quel qu'il soit, quelle que soit leur origine, tout simplement, sans chercher à aller plus loin. Oui. Vous êtes signataire également d'une pétition qui demande la reconnaissance en tant que pupille de la nation, c'est ça, des enfants orphelins dont les parents professionnels de santé sont décédés. Des nouvelles de cette proposition? Il faut comprendre que malheureusement un certain nombre de soignants ont déjà décédé et vont décéder du fait d'avoir été mis en contact avec le coronavirus 19 lors de leur activité professionnelle où ils s'exposent très largement. Et fatalement vont rester des orphelins derrière eux. Et puisque ces gens ont tant donné, il est nécessaire que la nation et la République rendent hommage et reconnaissent leur sacrifice suprême en leur offrant à leurs enfants une sécurité pour leur éducation, pour leur prise en charge de leurs frais de santé, pour leur formation professionnelle, en leur donnant le statut de pupille de la nation qui les protège et les sécurise. Il existe désormais un projet de loi formulé par 77 députés à la Chambre. Il faut que le président Macron, qui a tenu il y a peu un discours où on sentait un changement de ton, une inflexion et une prise en compte des difficultés de nos concitoyens, se marque d'une manière toute particulière
en octroyant le statut de pupille de la nation aux orphelins du Covid-19. D'accord. Cette pétition se trouve sur change.org. Oui. Il faut savoir que plus il y aura de signatures, plus cette demande aura d'impact. On va affaire à suivre. Donc, ce sera peut-être ma dernière question, Dr. Siracine. En tout cas, on a besoin de vos explications. Beaucoup de personnes qui sont dans le deuil, qui perdent un proche des suites de cette épidémie, n'arrivent pas à faire leur travail de deuil, tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas. Enfin, les inhumations, les enterrements se font dans un contexte très particulier. Ils ne peuvent pas, les rituels religieux ne peuvent pas être respectés. Que peut dire le médecin aux personnes qui nous verront, aux internautes qui nous verront, pour juste essayer de dédramatiser et expliquer que c'est effectivement une solution intermédiaire, mais qui est appliquée à toutes les personnes décédées à l'hôpital d'ailleurs. J'ajouterais aussi que le fait de ne pas voir son proche dans les derniers moments de sa vie, de ne pas avoir la possibilité de lui dire au revoir, est extrêmement destructeur pour le travail de deuil. D'ailleurs, le président Macron, dans son dernier discours, faisait une remarque à ce sujet, disant qu'il fallait laisser aux proches la possibilité d'aller auprès de leurs mourants pour leur donner le dernier adieu avant le grand voyage. Ce qui se fait déjà dans de nombreuses structures et de nombreux établissements. Mais à l'heure actuelle, du fait du confinement, on est très éloigné de ses proches. Et si un malheur venait à survenir, les gens peuvent avoir une certaine forme de remords de ne pas avoir été présents, de ne pas avoir pu accompagner, de ne pas vous penser. Imaginez que leur proche est mort seul, alors bon, il est entouré de personnel médical, mais c'est pas tout à fait pareil. La manière d'enterrer les gens, de réaliser les funérailles a aussi beaucoup changé, puisqu'on a le droit qu'à seulement 20 personnes dans l'assistance. Tout ça bouscule un peu les traditions et rend un peu pénible le travail de deuil. Il faut laisser le temps au travail de deuil qui se fera naturellement, sans doute plus difficilement compte tenu des circonstances, et puis rester vigilant. Au-delà d'un certain temps, s'il existe une souffrance, on rentre dans un travail de deuil pathologique, il ne faudra pas hésiter à en parler, à consulter. C'est souvent comme cela qu'on peut trouver une solution. Il ne sert à rien de rester enfermé tout seul, à ruminer. Il faut savoir s'ouvrir sur l'autre pour parler de ses problèmes dans ces circonstances. Toujours sur le travail de deuil et les personnes qui décèdent à l'étranger, donc loin de leur domicile. Aujourd'hui, par exemple, pour les ressortissants algériens qui décèdent en France, il est impossible de rapatrier les corps. C'est un véritable drame, ça, parce que des gens qui toute leur vie ont souhaité se faire enterrer dans le pays d'origine ont du mal à rentrer au pays et ils peuvent être désormais rapatriés, semble-t-il, par cargo, mais leur famille ne peut pas les suivre et ne peuvent pas les accompagner pour l'enterrement. C'est à se demander s'il ne faudrait pas mieux garder toutes ces personnes dans des chambres funéraires et attendre la levée du confinement pour que les envois se fassent en masse et que les gens puissent faire une véritable cérémonie, des véritables funérailles. Cette situation est inédite et bouleverse complètement nos habitudes. Alors à chacun de s'adapter comme il le peut. C'est toujours plus difficile de s'adapter quand on est dans la peine, bien sûr. Merci, Dr. Siracine. Je souhaite à chacun de passer cette période le plus facilement, le plus sereinement et le mieux possible. Je souhaite aussi que les gens réfléchissent à l'après-coronavirus, à l'après-confinement, sur le monde qu'on va bâtir, sur comment on peut relancer la solidarité, la fraternité, comment on peut ressortir de cette épreuve pas trop changée et que finalement la crise qu'on nous promet, qu'on nous annonce ne soit pas le prélude de l'émergence de mouvements fascistes, de réactions de renfermement sur soi, de haine et d'exclusion. Voilà. C'est au-delà du professionnel de santé, c'est le père de famille responsable qui espère, le bon citoyen. Merci, Dr. Siracine. Prenez bien soin de vous et des vôtres. Au revoir.